Pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on trouve un naturopathe sérieux ? Je dirais que la première chose, c'est le bouche à oreille. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire du bouche à oreille parce qu'il n'y en a pas dans votre région ou parce que vous connaissez personne, AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, la naturopathie est dans la tourmente. Et les naturopathes ont-ils leur place sur Doctolib ? C'est la question que je vous poserai ce matin au 01 53 48 3000. La naturopathie est depuis quelques jours au cœur d'une polémique qui a mis dans l'embarras la plateforme Doctolib, qui a été accusée d'offrir une vitrine complaisante à des pratiques parfois décriées. Alors ça surprend peut-être tous ceux qui ne s'intéressent pas au sujet. J'ai demandé à Loïc Ternisien de venir en parler ce matin. Bonjour Loïc. Bonjour Philippe. Vous êtes naturopathe et énergéticien. On parlera... On va bien définir les mots ce matin parce que je crois que sur Doctolib... C'est important. Voilà, c'est important. Vous êtes aujourd'hui reconnu des deux côtés de l'Atlantique comme un spécialiste dans les traitements des troubles digestifs et des maladies inflammatoires chroniques par l'alimentation. Est-ce que vous êtes sur Doctolib, vous, Loïc Ternisien ? Eh bien non, je ne suis pas sur Doctolib. D'accord. Comment on prend rendez-vous avec vous alors ? Alors moi, j'ai choisi de rester sur une plateforme que j'avais au Québec, donc directement sur mon site internet, exactement de la même manière finalement que la plateforme Doctolib, mais en ayant une plateforme plus indépendante, en mon sens, et qui tout simplement correspondait plus à mes besoins. D'accord. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez aller sur Doctolib ou si ça générait plus de trafic ou pas ? En arrivant en France, tout le monde me l'a conseillé parce que j'avais une plateforme au Québec. En arrivant en France, il y a maintenant 4 ans, tout le monde m'a dit Doctolib, faut y aller, c'est important, tu vas avoir beaucoup de trafic. Et j'ai testé en fait, c'est la plateforme qui m'a contacté. Ils vous ont démarché donc ? Oui, ils démarchent les naturopathes. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. J'ai utilisé la plateforme 1 mois. Et pour le coup, ça correspondait vraiment pas à mes besoins parce que j'estime que il y avait une politique d'annulation qui a été beaucoup trop en faveur de la personne qui vient nous consulter et pas du tout en faveur du praticien. Et moi, j'estime que je suis pas un Uber ou une autre style de marque de consommation rapide. Vous n'étiez pas aligné avec leur concept ? J'étais pas aligné avec le concept. Je leur ai dit, je pouvais pas non plus faire ma facturation avec comme je l'entendais. Donc, j'ai choisi de revenir à mon petit amour de logiciel québécois. C'est facturé le service Doctolib ? Oui, il est facturé pour le praticien. Il est facturé pour donc le vous praticien. Payez, vous, oui, d'accord. Le praticien paye pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses qui ont dû être mises en place comme modalité depuis. Là, je parle de ça, c'était il y a 4 ans. Mais voilà, moi, ça ne me correspondait pas. Vous publiez le guide ultime de l'herboristerie. Initiez-vous aux savoirs ancestraux des plantes et concoctez vos propres remèdes. C'est chez Albin Michel. Alors, vous pratiquez la naturopathie et les rééquilibrages énergétiques depuis 2013. Oui, ça fait un moment maintenant. Oui, ça fait vieux. 10 ans. Je vais vous présenter complètement aujourd'hui parce que c'est important aussi expliquer d'où vous venez. Et on verra si vous appartenez aux professionnels de santé. Alors, aujourd'hui, à la base, vous êtes un scientifique. Oui. Vous n'étiez pas du tout parti pour être naturopathe. Non, à la base, j'avais fait tout un diplôme pour devenir ingénieur en environnement. Et puis, la vie, on a décidé autrement. Donc vous avez fait vous avez une première vie professionnelle, hein ? Oui, j'ai eu une première vie professionnelle. J'ai travaillé, donc vraiment, j'ai eu mon diplôme de master en prévention des risques et nuisances technologiques. Je me suis expatrié au Québec. Première ou deuxième expatriation à ce moment-là. J'ai trouvé un poste vraiment où je travaillais non seulement en communication, mais aussi pour une ONG en environnement. Et j'ai développé des problèmes de santé. J'ai fait tout le cursus médical traditionnel, avec tous les examens normaux. Et finalement, la réponse que j'ai eue à la fin, en bout de ligne, ce qui correspond beaucoup à ce que j'ai comme clientèle maintenant, c'est va falloir vivre avec. Voici un petit médicament que vous pouvez prendre quasiment quotidiennement toute votre vie et ça devrait régler le problème de digestion que vous avez. Et moi, ça a comme allumé une étincelle dans ma tête en me disant mais non, en fait, mon corps, il fonctionnait bien. Il y a plein de paramètres qui ont changé dans ma vie. J'ai changé de pays, donc j'ai changé d'alimentation, donc j'ai mon stress qui a augmenté, j'ai plein de choses. Donc, que faire ? Et là, j'ai visité une école d'herboristerie au Québec. Et comme je suis un peu rapide dans mes décisions, je l'ai visité. Je suis ressorti en ayant signé 5 ans d'études pour être herboriste, aromathérapeute, naturopathe. Et je me suis lancé dans l'aventure en même temps que je travaillais toujours pour cette ONG. Alors aujourd'hui, vous êtes certifié naturopathe par la fameuse Académie d'herboristes de Montréal. Vous êtes certifié
iridologue par l'Euro Nature Formation. Alors ça, on va en parler aussi de l'iridologie parce que je pense qu'il y en a qui vont avoir le poil qui se hérisse sur un peu partout. Vous êtes diplômé aromathérapeute par l'Institut d'aromathérapie scientifique. Vous êtes diplômé également de... c'est tout. Là maintenant, je suis aussi certifié homéopathe depuis quelques semaines. En fait, c'est important de bien noter que vous avez dit diplôme parce qu'au Québec, il y a des diplômes. En France, on ne pourrait pas utiliser le terme diplôme parce qu'il n'existe que des certificats. Donc je serais certifié naturopathe, certifié praticien en aromatologie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais moi, j'ai le droit d'utiliser cette sémantique-là parce que c'est ce que j'ai sur mon bout de papier, en fait. Alors vous vous définissez comme quoi ? Comme un professionnel de santé, Loïc ? Il y a ce que je pense et il y a ce que j'ai le droit de dire. Moi, dans mon contexte, de ce que je fais, j'accompagne les gens à améliorer leur santé. Donc, mon métier, ce que je fais, fait partie intégrante de l'accompagnement intégratif de la santé de la personne. Donc, je me considère, de manière alternative, un professionnel de santé alternatif. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons. Nous accompagnons les gens à aller mieux. Donc, on les accompagne dans leur santé. Qu'est-ce que c'est qu'un naturopathe ? Si on devait expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui en entendent parler pour la première fois, qui n'ont jamais fait de visite ou de consultation chez un naturopathe. Ou qui ont juste vu une grand-mère qui buvait des tisanes. Alors, c'est pas juste le cliché de la personne qui boit des tisanes dans un coin et qui mange pas de viande. Non, la naturopathie, c'est bien plus large que ça. C'est une pratique qui est déjà complémentaire à la médecine moderne, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas contre la médecine moderne, elle vient avec la médecine moderne. Les deux travaillent ensemble, on ne travaille pas sur les mêmes choses, donc on travaille main dans la main. La deuxième, c'est que c'est une pratique qui est holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un rein, vous n'êtes pas un foie, vous n'êtes pas un œil, vous êtes un être humain avec des systèmes, avec des émotions, avec des énergies, avec des humeurs, enfin, il y a plein de choses, avec une histoire personnelle, une histoire génétique. La naturopathie prend tout ça en compte. Et la troisième chose, c'est basé sur des acquis ancestraux. Donc on va utiliser tout un tas d'outils qui ne sont pas nécessairement tous prouvés par la science, mais qui ont prouvé leur efficacité. Si je vous dis que le pruneau est bon pour la constipation, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune étude qui le prouve. Et pourtant, on le sait depuis un moment que manger du pruneau, ça aide dans ce cas-là. On va utiliser la surtout manger 4-5 d'un coup, ça risque de... Oui, ça on est tous au courant. On va utiliser plein d'outils. La phytothérapie, donc l'usage des plantes, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, l'homéopathie. En fait, il y a plein d'approches que le naturopathe utilisera par la suite, qui sont des approches naturelles, dont l'hygiène de vie et l'alimentation. D'accord, mais j'ai toujours pas compris la définition de ce que c'était la naturopathie. Vous nous dites tout ce que ça englobe, mais finalement... La naturopathie, c'est une approche naturelle pour prendre soin de soi en utilisant des outils naturels. C'est une approche naturelle. Voilà. C'est une approche naturelle. J'aurais pas le droit de dire c'est une médecine naturelle, mais c'est une approche qui permet de prendre la personne dans sa globalité et en utilisant des outils 100% naturels, de la ramener vers l'équilibre. Est-ce plus clair ? De la ramener vers l'équilibre, mais pas de la soigner. Pas officiellement de la soigner. Ce terme, je n'ai pas le droit de l'utiliser. C'est important de le mentionner. En fait, non, mais on va expliquer bien les différences en genre. Est-ce qu'un naturopathe, c'est quelqu'un qui peut poser un diagnostic ? C'est interdit. Le naturopathe n'a pas le droit de poser de diagnostic et n'a pas le droit de faire de prescription. Par contre, le naturopathe a le droit de vous conseiller. Il a le droit de donner des recommandations. Il a le droit de donner des conseils. Donc, il va donner des conseils d'hygiène de vie. Si la personne vient qu'elle est stressée tout le temps, le naturopathe va lui conseiller, par exemple, de faire de la cohérence cardiaque, va lui conseiller de changer son alimentation pour aider à améliorer son microbiote intestinal, donc 100 000 milliards de bactéries qui influent sur le cerveau. Le naturopathe peut lui conseiller certaines plantes médicinales qui vont avoir une action sur le cerveau. Vous voyez la nuance ? Ce n'est pas une prescription, mais ce sont des conseils que la personne peut ou ne peut pas mettre en place. On parlera tout à l'heure des plantes médicinales, mais par exemple, une plante médicinale, c'est une plante qui peut avoir un principe actif. Il y en a des centaines. D'accord, mais qui peut interagir avec des traitements que la personne prend déjà. Exactement. D'où l'importance
pour le naturopathe d'être bien formé et de savoir quelles sont les contre-indications de chacune des plantes et les interactions médicamenteuses qu'il y a avec les médicaments. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai passé dernièrement un oral sur lequel j'ai été jugé par des professionnels de santé. Et la personne qui s'est trouvée en face de moi, donc qui jugeait mes compétences, m'a sorti une grande feuille en me disant cette liste-là, est-ce que vous la connaissez ? Avec une grande liste de plantes qui étaient contre-indiquées pour les chimiothérapies. Déjà, c'était complètement hors sujet. Et moi, la seule chose que j'ai répondu à cette personne-là, c'est mais je n'ai pas besoin de connaître la liste par cœur des plantes. Je connais les plantes. Je connais les contre-indications de chacune des plantes. Donc moi, en tant que naturopathe, ce que je vais faire, si la personne prend une molécule, qui dans ce cas-là est la chimiothérapie ou un antidépresseur ou que sais-je, eh bien, je vais aller regarder la monographie de la plante et analyser toutes les interactions médicamenteuses, regarder le médicament, l'analyser pour voir est-ce que la plante, je peux lui donner ou pas. Parce que c'est pas de mon rôle en tant que naturopathe de dire retirez votre médicament. Ça, c'est illégal. Par contre, je dois faire en sorte, avec le médicament, d'ajuster mes conseils pour éviter que ça pose problème à la personne. C'est-à-dire qu'un naturopathe qui conseillerait à un patient qui vient le voir d'arrêter son traitement dit allopathique, vous partez en courant. Il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit, il faut partir en courant. Ça, c'est pour le coup, c'est illégal. Il n'y a qu'un professionnel de santé dans la définition du moment qui peut le faire, donc il n'y a que le médecin. Le naturopathe doit travailler avec les recommandations du médecin. Vous avez un cabinet, Loïc ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une plaque en bas de votre cabinet, Loïc Ternisien, naturopathe ? Je pourrais, mais je n'en ai pas. D'accord. Qui aujourd'hui peut techniquement apposer une plaque de naturopathe en bas de son cabinet ? Aujourd'hui, un peu, j'ai pas envie de dire un peu n'importe qui, mais comme la profession n'est pas encadrée, il suffit dans certains cas d'avoir fait 3 week-ends de formation pour avoir un petit certificat de naturopathe ou de praticien en naturopathie, ce qui est problématique. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a fait 3 semaines de formation, parce que c'est quelqu'un d'autodidacte, parce que c'est quelqu'un qui a un grand savoir, ne peut pas être naturopathe. C'est là où, en fait, la nuance, elle est difficile à mettre en place parce que quelque part, soit on a le côté de il faut absolument avoir un diplôme de 5 ans, ce que moi j'ai pu faire pour avoir la possibilité de mettre une plaque et de se dire là, ok, si on encadre de ce côté-là, il n'y a que les gens qui ont ça qui peuvent être naturopathes. C'est-à-dire que vous êtes allé 5 ans à l'école. Moi, j'ai fait 5 ans de cours du soir et de cours du week-end en même temps que mon autre job pour arriver jusqu'à la fin à avoir mon diplôme. Mais il y a des gens qui sont hyper autodidactes et je citerai pas de nom, mais j'en connais qui sont même sur certains sujets bien meilleurs que moi, et qui eux ont fait 3 semaines, histoire de pouvoir avoir ce petit papier qui dit naturopathe. Et ça demande d'être un petit peu plus clarifié en termes de réglementation. Mais aujourd'hui, tout le monde pourrait... Sur la plaque, tout le monde pourrait le faire. Malheureusement. Aujourd'hui, il suffit de 2 week-ends pour pouvoir prétendre à cette plaque. Vous êtes scientifique de formation, et il y a une phrase que vous répétez souvent, c'est « la science n'explique pas tout ». Non, la science n'explique pas tout. En France, on aime bien la science. Oui, mais la science, pour moi, elle a beaucoup évolué parce que si on prend la science, je parlais j'ai fait une interview du professeur Marc-Henri et justement dans le cadre de l'interview... Je coude le professeur Marc-Henri. Oui. C'est qui le professeur ? Professeur Marc-Henri, c'est un des professeurs en physique quantique et qui est très spécialisé dans la mémoire de l'eau. Et donc moi, c'est un sujet que j'ai voulu aborder avec lui sur ma chaîne YouTube. Et justement, quand on abordait la thématique de la science, il me disait que la science telle qu'elle l'était il y a 30 ans n'existe plus maintenant. Parce qu'en fait, la philosophie de la science, en fait, elle n'est pas là pour rejeter une hypothèse. Elle est là, tant qu'une hypothèse n'est pas prouvée, on la garde dans un coin de la tête parce que peut-être que nous n'avons tout simplement pas aujourd'hui les outils scientifiques capables de la prouver. Le meilleur exemple, c'est la courbure de l'espace-temps d'Einstein. Ça a été prouvé dans les dernières années. Or, ce n'était qu'une hypothèse jusqu'à qu'on puisse le prouver. Donc ce n'est pas parce que quelque chose n'existe pas que officiellement on peut le rejeter. Si on prouve que ça n'existe pas, alors on peut le rejeter. Un exemple, Dieu. On prend Dieu. Dieu, il n'y a aucune expérience... Sur le plan scientifique, on ne peut ni dire que Dieu existe, ni dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucune expérience scientifique qui peut prouver que Dieu existe et que Dieu n'existe pas. Il y a des hypothèses, il y a des faisceaux de présomption. Et donc ces hypothèses, on ne peut pas les rejeter. Parce qu'il n'y a rien qui nous dit dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, la science se doit de toujours se dire, ok, il y a une hypothèse. Cette hypothèse-là, est-ce que je peux la répéter ? Est-ce que je peux répéter cette hypothèse dans plusieurs contextes ? Oui, c'est répétable ? Ok. Bon, dans ce cas-là, tant que j'ai pas les outils, je ne peux pas nécessairement prouver que c'est vrai ou faux, mais je dois garder dans un tête la curiosité scientifique de dire, bon,
Peut-être. Et donc cette science-là, moi c'est cette science-là que j'aime. Le reste, j'appelle ça du scientisme. J'appelle ça la religion du scientisme, où on est profondément en train de se dire ça n'existe pas, donc c'est pas prouvé par la science. Bah, pas tout à fait. Prenons l'exemple du pruneau. Alors, c'est une question qui revient souvent quand on dit, voilà, est-ce que tu connais un bon naturopathe ? Pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on trouve un naturopathe sérieux, on va dire ? Celle-là aussi, c'est une excellente question qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux. Je dirais que la première chose, c'est le bouche à oreille. La première chose, c'est le bouche à oreille. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire du bouche à oreille parce qu'il n'y en a pas dans votre région, parce que vous connaissez personne, téléphonez au naturopathe ou envoyez-lui un mail. Posez-lui des questions, même des questions sur lesquelles vous avez les réponses sur votre propre déséquilibre. Parce que vous allez voir déjà s'il s'y connaît. S'il est en mesure de vous dire « je ne sais pas ». S'il est en mesure de vous dire « je ferai le mieux et j'irai me renseigner ». Moi, j'adore ça quand quelqu'un me contacte et me dit « voilà, j'ai tel problème, est-ce que vous le connaissez ?» Non. Mais par contre... Voilà, mon bagage scientifique, c'est que là, j'ai quelques pistes, quelques hypothèses, je pense à quelques plantes, j'ai de la littérature, je suis en mesure de vous aider pour ça, parce que je sais où chercher l'information. Par contre, certaines fois, c'est non, là, pour le coup, je vais vous transférer vers un confrère qui s'y connaît mieux que moi dans cette thématique-là. C'est important. Et j'ai des clients qui me posent des futurs clients qui me posent la question, et je dis client aussi, c'est voulu, vous ça dites choque. pas patient. Non. Maintenant, on parle de patientèle. Oui, patient, c'est pour les professionnels de santé. Naturopathe, on doit dire client ou consultant. Et en fait, moi, j'aime ça quand il y a des consultants qui m'envoient des petits messages et qui me disent « Voilà, j'ai tel problème, est-ce que vous connaissez ça ?» Ça m'est arrivé 2-3 fois où j'ai répondu et la personne m'a dit « Ok, vous êtes sérieux parce que vous avez répondu exactement ce que je voulais, ce que je savais. » Parce que sur le plan scientifique, sur le plan de la pathologie, eux savaient ce qu'ils avaient. En fait, posez vos questions. 1, le bouche à oreille. 2, posez vos questions. 3, avec beaucoup de distance, regardez les avis sur Internet. Mais les avis sur Internet, ça s'achète. Les avis sur Internet, il y en a des faux. Donc, prenez un peu de distance par rapport à ça. Il y en a beaucoup de faux. On vous expliquera les trucs pour les démasquer. Ouais, il y en a beaucoup de faux. Ouais. Et surtout, ne vénérez pas quelqu'un sur Internet. C'est le premier truc que je dis à mes abonnés. Vénérer. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent « Oh, vous avez beaucoup d'abonnés sur Internet, donc vous êtes bon. » Pas nécessairement. Il y a des domaines dans lesquels je suis pas bon et dans lesquels je pourrais pas vous accompagner parce que c'est juste pas mon domaine de compétence. C'est pas parce que je fais le guignol sur les réseaux sociaux depuis 10 ans que nécessairement je suis compétent en tout et que je suis la personne qui est en mesure de vous accompagner. Donc, ne vénérez pas quelqu'un sous prétexte qu'il a une grande communauté qui passe à la télé ou qui passe à la radio. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Gardez votre libre arbitre, gardez votre bon sens pour justement être en mesure de choisir via le questionnement, via le bouche à oreille, la personne qui potentiellement est la plus appropriée. Est-ce que les naturopathes ont leur place sur Doctolib ? Je pose la question aujourd'hui à mon invité Loïc Ternizien. Donc vous êtes naturopathe, vous expliquez un petit peu votre cursus de formation, hein. Donc 5 ans au Québec. Oui, 5 ans au Québec pour être herboriste aromathérapeute naturopathe. D'accord. Au Québec, il y a on pourrait dire un conseil de l'ordre des naturopathes. Il y a quoi ? Par quoi est-ce que c'est encadré ? Alors, il faut faire la différence entre la province du Québec et le pays du Canada. Le Québec, il n'y a pas grand-chose en termes d'encadrement. Par contre, le Canada, lui, encadre le docteur en naturopathie de mémoire. Après, c'est sûr que depuis 4 ans, j'y suis plus, donc les choses ont dû changer. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait le docteur en naturopathie. Et là, c'était vraiment des études de 7-8 ans pour avoir le statut de docteur, mais avec cette spécialisation en naturopathe. Ça, c'est valable au Québec. Il y a quand même un diplôme, un doctorat de naturopathie. Ah oui. Au Canada, oui. Ouais. Alors, en France, qui encadre les naturopathes et la pratique ? Alors, la pratique, elle est pas encadré officiellement, on va trouver des syndicats qui vont permettre de regrouper des naturopathes et qui vont valider qu'au moins ils ont été diplômés, certifiés par rapport à une grille de certification. Mais là encore, ça nous permet d'avoir un tampon, mais plus ou moins toutes les personnes qui ont eu un diplôme un certificat au sein de certains établissements peuvent rentrer là-dedans. C'est pas non plus un gage de qualité sur la personne qui est le praticien que vous allez rencontrer. C'est juste un gage de qualité sur le cursus qu'il a eu. Alors vous êtes scientifique de formation et vous dites que vous êtes toujours en équilibre entre sciences modernes et connaissances anciennes. Oui, et c'est hyper important pour moi parce que on ne peut pas parler de plantes médicinales sans avoir une vision ancienne des choses. Il y a des choses qui sont, nos grands-parents le savaient, les anciens le savaient. Je suis un grand fan de lecture des codex. Les codex, c'est des livres du 18e, du 19e, dans lesquels on retrouve en fait toutes les connaissances et les choses qui étaient mises en place à l'époque, même par les médecins, parce que ce sont des livres qui étaient utilisés pour la pharmacie, pour la médecine. On y retrouve énormément de plantes médicinales. D'ailleurs, des choses très étranges que je n'utiliserai pas maintenant
maintenant, que je m'en suis basé pour le guide ultime de l'herboristerie. Ça fait partie de certaines références puisqu'on y trouve la recette originale du vinaigre des 4 voleurs qu'on retrouve dans ces codex qui étaient proposés par les médecins. Protégeait les voleurs de la peste. Exactement. Et on la trouve sur Internet, la recette du vinaigre des 4 voleurs. Déjà, on la trouve dans mon bouquin, mais on la trouve aussi partout, bien entendu. Mais en fait, c'est important parce que faut jamais oublier que la science va essayer de prouver des choses qui peuvent, mine de rien, rapporter de l'argent. Parce que la science, elle veut prouver quelque chose qui peut être breveté, elle a besoin de prouver quelque chose pour laquelle il y a un intérêt, parce qu'on va mettre de l'argent pour prouver ça. Bon, s'il n'y a pas d'intérêt à prouver, il n'y aura pas d'études scientifiques, donc il n'y aura pas d'études scientifiques, donc on ne va pas chercher à prouver cette chose-là. Et pourtant, on en revient à notre petit pruneau, toujours le même, le pruneau ou d'autres plantes, celles-là ne sont pas prouvées, mais elles marchent très bien. Donc il faut garder cet équilibre entre la science moderne ou le scientisme moderne et ce que les anciens savaient. D'accord, mais aujourd'hui il y a un travers parce que sous prétexte d'aller mieux, vous ressortez de chez le naturopathe avec une liste de 25 compléments alimentaires, de 15 huiles essentielles, 17 probiotiques. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas cette dérive-là un petit peu chez ceux qui pratiquent la médecine naturelle, qui sont en train d'en faire un business aussi. Ah mais tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis le premier à dire à mes consultants, je vous préviens. Avec moi, le seul endroit où je vais aller un peu loin, c'est que je vais vous donner peut-être beaucoup de remèdes homéopathiques parce que ça coûte pas cher. Par contre, pour les remèdes moléculaires, c'est-à-dire les plantes ou les vitamines ou autres, c'est 3, pas plus. Parce que il n'y a pas besoin de plus quand on a une approche qui est très globale. Et c'est vrai que j'ai des consultants qui viennent me voir, ils ont une liste de 700 € de compléments alimentaires par mois. Ça n'a aucun sens. Non, mais ça, c'est l'arnaque, il faut le dire. Voilà, oui. Ouais, faut le dire. C'est que quelqu'un qui vous prescrirait une liste de compléments alimentaires qui est longue comme... Souvent... Alors, je suis pas là pour juger le travail de mes confrères, mais ce que j'observe dans ces cas-là, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui peut avoir potentiellement plusieurs hypothèses, et plutôt que de faire une sélection, va vraiment ratisser ultra large au niveau des compléments, en donnant des changements au niveau de l'hygiène de vie qui vont être moins personnalisés, parce que peut-être que la personne a été moins formée à ça. Non, enfin pour moi c'est pas du tout ma vision de la naturo, mais c'est une dérive que l'on voit et que l'on voit très fréquemment. Et souvent, étonnamment, c'est souvent dans le même labo qu'on se retrouve avec les mêmes compléments alimentaires. Moi, c'est un truc que je veux pas non plus. Je suis indépendant des labos, ça fait partie de mes valeurs. Et je vais aller chercher les bons compléments alimentaires, qu'importe le labo. Le but, c'est que ce soit bon, pas cher, de bonne qualité pour la personne qui vient me voir. Une consultation en naturopathie, ça consiste en quoi ? Alors, va y avoir, ça dépend du naturopathe. Dans mon cas, ça consiste à la réponse d'un questionnaire de 275 questions précisément. Oui, mes consultants sont en PLS quand ils ont le questionnaire à remplir, qui leur permet un travail d'introspection sur eux, parce qu'ils découvrent beaucoup de choses. Et ensuite, il y a une consultation qui dure entre 1 heure et 3 heures, ça dépend de ce que mon consultant choisit. Donc ça, c'est la première consultation. La première consultation dans laquelle, moi, ce que je leur dis, c'est simple, je veux tout savoir de vous. Et on travaille et on ratisse large. Les émotions, tout ce qui n'est pas dans le questionnaire, qui est très anatomique, disons, on va aller dans les émotions, la vie, l'histoire de la personne. Et vous savez quoi ? Je vous donne un petit truc. C'est que souvent, dans les 5 premières minutes de consultation, la personne toute seule nous dit le problème et la solution. C'est un truc qu'on m'avait dit au tout début, et en fait, ça s'avère quasiment exact dans toutes les consultations. D'accord. C'est-à-dire que vous arrivez à la même conclusion. En fait, c'est que la personne, elle sait quel est son problème. Et en fait, elle va souvent me dire, voilà, j'ai eu ça. Et en fait, ça a commencé à tel moment. Et là, si on a l'oreille très attentive du naturopathe, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est souvent lié comme point de départ à quelque chose qui est aussi psycho-émotionnel. Et on travaille tant dans le physique, mais aussi dans l'accompagnement de l'émotion de la personne. Ça coûte combien d'ailleurs cette première consultation ? Là aussi c'est très aléatoire, ça va dépendre du praticien. Il y a des personnes pour qui une première consultation de 3 heures va coûter 50 € et il y en a d'autres pour qui ça va être 200-250 €. C'est très aléatoire, ce n'est pas encadré. Donc à mon avis, quand on sait que on est des travailleurs indépendants, qu'il y a des taxes, qu'on a une entreprise, il faut savoir raison garder et donner un tarif qui est aussi bon pour que le naturopathe soit payé, parce qu'on passe au moins, en tout cas dans mon cas, je passe entre 1 heure et 3 heures avec la personne en cabinet, et ensuite il y a 1 heure à 3 heures en fonction du cas de rédaction de protocoles et de conseils. Donc on a... C'est du temps. Ouais. C'est beaucoup de temps, donc c'est normal que ça coûte aussi un certain prix. Bon, finalement, quel est le problème aujourd'hui alors ? Aujourd'hui, le problème, en tout cas la manière dont moi je le vois, c'est que on se retrouve avec
on se retrouve avec des généralités qui sont faites beaucoup sur, c'est pas que pour les naturopathes, mais pour beaucoup de médecine naturelle, où en fait il y a des approches qui peuvent être extrêmes, comme dans toutes les pratiques. Il y a toujours un extrême d'un côté, un extrême de l'autre, et que souvent on va sortir une phrase, un mot d'un de ces extrêmes-là pour faire des généralités. Et moi, c'est quelque chose qui m'agace profondément, parce que dans tout ce que l'on a vu dans les derniers jours... Ou le buzz, exactement. Je ne m'identifie pas du tout à la définition de la naturopathie qui est faite en ce moment. Je ne m'identifie pas du tout à la manière dont elle est présentée. C'est pas ma vision, ce n'est même pas ma pratique. Et ça a été important pour moi de le dire à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, on met tous les naturopathes dans le même sac, c'est ça? Exactement. Et même les personnes, vous parliez des 17 personnes qui ont été bannies de Doctolib. Est-ce que ces 17 personnes-là, sous prétexte qu'elles ont été formées par la même personne, ont-elles la même pratique? Ont-elles la même vision? Mais pas du tout. Pourquoi ces personnes-là, sous prétexte qu'elles ont été formées par une personne qui a une vision du monde et une vision de la naturo, pourquoi ces personnes-là doivent être bannies sur les réseaux sociaux? Il y a une de ces personnes-là qui m'a contacté et qui m'a dit « Mais moi, je veux en parler aux médias parce que moi, je n'ai pas cette vision-là. J'ai été formé par cette personne. Mais c'est pas du tout mon approche, c'est pas du tout ma pratique. Pourquoi être mis dans le même lot comme ça, tiré du chapeau et être banni 17 parmi tous les naturopathes qui sont sur la plateforme? Ça n'a pas de sens. » Donc, ne pas faire d'amalgame, ne pas mélanger tout et surtout savoir prendre de la distance. Chaque naturopathe a sa pratique. Nous avons un code de déontologie, nous avons des règles. En tout cas, quand vous parlez de code de déontologie, il vient d'où ce code? Justement, c'est ce que j'allais dire. Quand on est affilié à un syndicat, ça fait partie des avantages des syndicats ou des regroupements. On a une charte et on a un code de déontologie que l'on doit suivre. Ça, c'est sûr que c'est l'avantage. Quelqu'un qui va être dans un syndicat va avoir de manière officielle un code de déontologie. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas dans un syndicat n'en a pas. Mais voilà, moi j'ai un code de déontologie à suivre, j'ai le code de mon école, j'ai le code du syndicat dans lequel je suis, et y a des choses que je ne ferai pas. Et c'est important de le dire, et c'est important de le souligner. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, que l'on ne fera pas, tant vis-à-vis de la loi, il faut qu'on reste à sa place, on n'est pas des médecins, tant au niveau éthique et déontologique. Enfin, il y a des choses qu'on ne va pas recommander. Les syndicats, ils jouent leur rôle aujourd'hui? C'est une bonne question. Ah non, si vous me répondez comme ça, alors là, si vous voulez... Je ne suis pas spécialement penché sur le sujet. Je sais qu'il y a la directrice de mon syndicat qui a été interviewée sur la plateforme. Pourquoi vous me dites pas oui ou non? Parce que si vous me dites c'est une bonne question, ça veut dire que c'est ni non. Parce que là, dans tout ce qui s'est passé, j'ai pas spécialement vu de position, j'ai pas reçu d'infolettre de la part de mon syndicat. Je ne l'ai pas vu. Donc, dans les faits, j'aurais tendance à dire que c'est un peu bof. C'est limite non. Voilà. Dans l'instant présent, je trouve pas que les syndicats se soient levés au front pour dire non, c'est pas ça la naturopathie, alors que ça devrait être leur rôle. Je vais me faire des amis. Vous n'avez pas encore donné de nom? Non, j'ai pas donné de nom. Puis il y en a plein des syndicats, je pense qu'il y en a au moins 3 en France. Et ça prendrait d'en avoir un, que ce soit organisé. C'est le succès des médecines, alors on va dire médecine naturelle, ou je vais employer médecine naturelle en France aujourd'hui, qui explique ce qui se passe en se disant que finalement, s'ils n'avaient pas de succès, est-ce qu'on en parlerait? C'est mon point de vue, c'est ma vision. S'il n'y avait pas autant de développement, autant de succès et autant de gens qui avaient besoin de se retourner vers là, pourquoi? Parce que comme moi, il y a 10 ans, on se retrouve à un moment à quelque chose qui bute, où on ne nous donne pas de solution. Quand il n'y a pas de solution, les gens se retournent vers une autre approche. Et il est là le piège, parce que quand on n'a pas de solution, on est beaucoup plus vulnérable, donc on peut se retourner vers des personnes qui ne sont pas nécessairement celles qui sont bonnes pour nous. On peut facilement se retourner vers des propos sans avoir de recul. C'est là le piège. Mais pour moi, c'est ça. Il y a de plus en plus de maladies chroniques pour lesquelles la médecine n'a pas de solution. Il y a de plus en plus de troubles inflammatoires. Il y a beaucoup plus de problèmes de mal-être profond qui engendrent des problèmes physiques pour lesquels la médecine n'a pas de solution aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir. Et oui, plus il y a de gens qui viennent nous voir, plus ça peut potentiellement déranger. C'est le succès de ces médecines. Moi, je le vois comme ça. Je n'ai jamais naturel qui fait qu'elles sont dans le projecteur aujourd'hui. Oui, exactement. Mais je n'ai jamais eu autant de consultants qu'aujourd'hui. J'ai jamais eu autant de délais d'attente qu'aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 10 ans. Alors oui, j'étais au Québec et la vision n'est pas la même. Et pourtant, je vous connais un petit peu. Vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche la lumière et forcément à faire plus de chiffres. Moi, je pas du. Enfin, ouais, exactement. Enfin, non, vous auriez pu. Vous pourriez. Je pourrais tout à fait. Je pourrais avoir des journées, mes semaines complètes, parce que là, je consulte 2 jours en présentiel, une demi-journée en distanciel. Je pourrais ouvrir mes agendas complets et que je serai complet. Et le reste du temps, c'est pour vous.
Le reste du temps, c'est pour moi et pour justement apprendre aux gens sur les réseaux sociaux ou via des formations, apprendre aux gens à faire les choses par eux-mêmes. Parce que c'est important. Voilà, on parle de la naturopathie au centre je sais pas si c'est un débat, d'une polémique. En tout cas, c'est pas la seule. D'ailleurs, on voit que tous ceux qui ont eu du succès récemment sont sous l'œil des bien-pensants. Exactement. On parlait de Natacha Calestrémé aujourd'hui, qui depuis qu'elle a du succès, finalement, intéresse tout le monde. C'est ça, exactement. C'est étonnant ça. À partir du moment où on commence à être en lumière. Moi, je disais, ça fait longtemps que je la connais. Je pense que quand elle n'avait pas de succès, elle n'intéressait personne et c'était la même. Hein. Exactement. La naturopathie, quand elle n'avait aucun succès et qu'elle attirait que 2-3 personnes par année, ça attirait personne. C'était pas dérangeant. Alors, vous publiez un livre qui s'appelle « Le guide ultime de l'herboristerie. Initiez-vous aux savoirs ancestraux des plantes et concoctez vos propres remèdes » chez Albin Michel. Vous, les savoirs ancestraux, c'est quand même une histoire familiale. Ah bah oui, j'en parle dans le livre et j'en suis très heureux parce que je cite mon grand-père à l'intérieur qui n'a malheureusement pas eu le temps de voir le livre puisqu'il est parti 15 jours avant la sortie du livre. Mais effectivement, moi j'ai ces souvenirs-là. Ma grand-mère, qui d'ailleurs est l'autre grand-mère qui est toujours là, 93 ans, en pleine forme, qui me parle de tous ses remèdes. Je fais plein de vidéos sur Instagram avec elle où son remède de tomate, elle me barbouillait la peau de farine quand j'avais des coups de soleil. Mon autre grand-mère avec laquelle j'allais cueillir le thym et le romarin dans la garrigue en plein été. Des remèdes parfois très chelous, au goût très bizarre, mais qui étaient efficaces. Moi, j'ai ce souvenir-là. Et en même temps, dans ce livre, j'ai vraiment aussi voulu leur rendre hommage. Pour ceux qui sont encore là et qui l'ont entre les mains en ce moment, et ceux qui ne sont plus là. Alors, vous avez créé également un centre d'herboristerie familiale. Quel est le principe de ce centre ? C'est le prolongement du livre. En fait, c'est vraiment d'aider les personnes avec des vidéos à pouvoir en fait voir comment est-ce qu'on fait des teintures mères, comment est-ce qu'on fait des macérats huileux, comment est-ce qu'on fait tous les remèdes finalement que les herboristes ont, les remèdes de base ainsi que les remèdes complexes et de découvrir. Alors, je sais plus, il y a une 20aine de plantes médicinales, leurs usages, leurs contre-indications, etc. Alors même si vous avez cette formation initiale, vous vous êtes en plus formé, hein, vous êtes retourné à l'école pour apprendre les plantes. Bien entendu, non seulement les plantes, l'homéopathie, l'organothérapie, moi je sais pas si un jour j'arrêterai de retourner à l'école pour être honnête. Alors la carte d'identité des plantes, c'est ce qu'on appelle la monographie, c'est ça ? Oui, c'est la carte d'identité de la plante et c'est ce que je disais au tout début de l'émission quand, avec le petit exemple, on m'a listé des plantes qu'il ne faut pas donner en cas de chimiothérapie. Dans la carte d'identité de la plante, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le guide ultime de l'herboristerie, c'est non seulement la forme de la plante, où est-ce qu'on la trouve, mais aussi les dosages, les contre-indications, les interactions médicamenteuses, parce que mine de rien, on ne donne pas n'importe quoi comme plante. L'énergie de la plante, parce que quand je parle d'énergie, c'est un tempérament. Est-ce qu'elle va être plutôt réchauffante, refroidissante ? Et en fonction du déséquilibre qu'on va avoir, on va avoir de plantes plutôt chaudes. Ça, on le connaît très bien. On parle d'énergie, c'est ça ? Je parle d'énergie de la plante. Regardons la cannelle, elle est réchauffante. Et tout le monde sait que la cannelle, en cas de bon coup de froid, un bon rhume, on va l'utiliser. Pareil pour le gingembre. Alors, est-ce que toutes les plantes ont une vertu médicinale ou non ? Alors, toutes les plantes vont avoir des principes actifs. C'est le dosage qui va faire le poison. Après, il y a des plantes qui sont plutôt neutres. Il y a des plantes qui n'auront pas ou qu'on n'utilisera pas pour des bienfaits. Par contre, on pourra les utiliser pour le côté culinaire. Mais non, toutes les plantes n'ont pas de propriété officiellement médicinale. Alors avant de se lancer, on commence par quoi ? On commence par la tisane ? Alors ça, c'est le remède le plus classique. Donc si on n'a pas envie de se prendre la tête, l'infusion, c'est le remède le plus connu. Après, si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, on peut faire ces teintures, ces macérations. Ça, c'est très simple à faire, il faut juste être patient, parce qu'il y en a pour à peu près 3 semaines de macération. C'est soit on va mettre des plantes dans du vinaigre, soit des plantes dans de l'alcool, soit des plantes dans de la glycérine. Parce qu'il y a des gens qui boivent pas d'alcool. Voilà, il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool. Et on va juste laisser macérer la plante pendant à peu près 3 semaines, dans l'huile aussi, de manière à ce que les principes actifs sortent et aillent de la plante au liquide. Ensuite, on fait une filtration et on pourra utiliser ça comme moyen de soin. Alors, c'est dans votre guide, mais il y a les vidéos qui vont avec, pour ceux qui nous écoutent. Ouais, les vidéos, c'est les vidéos qui sont dans le centre d'herboristerie familiale. C'est quoi la différence entre une tisane et une décoction ? Alors, la tisane, c'est... L'infusion et la décoction. Alors, l'infusion, c'est une infusion c'est un principe d'extraction qui est fait à partir des parties légères et fines de la plante. Donc, on va utiliser les fleurs, les feuilles ou les tiges. La décoction, comme on va utiliser les racines ou les écorces, ça va être beaucoup plus long. Une tisane, c'est un max de 5-10 minutes. La décoction, c'est vraiment à ébullition pendant 25-30 minutes parce que il va falloir réussir à extraire les principes actifs de ces parties plus rigides de la plante. Et vous expliquez qu'il y a des infusions à chaud,
Et à froid. Des infusions à froid. Alors, et dans quel cas est-ce qu'on utilise de l'eau chaude ou de l'eau froide? En fonction de la fragilité de la plante. C'est-à-dire que souvent les fleurs, ça peut être plus intéressant d'avoir soit une infusion pas trop chaude, soit une infusion à froid. L'ortie, par exemple, on va souvent la faire en infusion à chaud, et pourtant, l'ortie, le meilleur moyen d'en faire une infusion, c'est une infusion à froid. Vous mettez vos feuilles d'ortie dans votre eau le soir avant d'aller vous coucher, et le lendemain matin, vous avez tous les principes actifs, rien n'a été altéré par la chaleur, et vous pouvez consommer cette infusion. Donc l'ortie, c'est à froid. Et c'est bon pourquoi l'ortie alors? L'ortie, c'est la plante couteau de suite par excellence. C'est reminéralisante. Couteau suisse. J'ai pas mon appareil, mais j'ai comme l'habitude de fourcher. Ouais. Donc c'est la plante. Vous aussi, c'est comme moi avec mon casque. C'est ça. Ouais. Couteau suisse par excellence. Donc on va pouvoir utiliser c'est nutritive. Elle est riche en protéines. C'est une antihistaminique. Elle est très bonne en cas d'allergie. Elle a tellement de propriétés que là, évidemment, je vais en oublier. Mais c'est une dynamisante aussi. C'est une stimulante. Ses graines vont être, ou ses racines, ses graines et les racines de mémoire sont adaptogènes. Donc vont pouvoir permettre au corps de s'adapter à toutes les situations de stress. Alors, on peut tout utiliser dans cette plante. Les grands-mères le savaient déjà. Hein. Oui, c'est une plante sauvage, mais est-ce que vous la cultivez, vous, dans le jardin ou dans l'herbe? Non, celle-là, j'en ai pas besoin. J'ai juste à sortir dans dire dans la rue. Non, je vais pas la prendre sur le trottoir, mais on peut facilement la trouver en forêt. Et celle-là, il n'y a pas besoin de la cultiver. Un nouveau mot, ce qu'on appelle les électuaires. Qu'est-ce qu'on appelle des électuaires? Alors ça va être un mélange un mélange de miel et de principes actifs de plantes. Donc ça peut être du miel et des poudres, du miel et des teintures, du miel et des huiles essentielles, mis en mélange pour avoir le côté doux du miel et en ajoutant des principes actifs autres. Ça peut aussi, quand c'est de l'aromathérapie, s'appeler des aromamiels. Mais c'est vraiment le principe de laisser fondre le miel avec les principes actifs directement sur la langue. Et c'est très bon. On l'utilise beaucoup pour tout ce qui est trouble au niveau de la gorge. D'accord. Et alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on prend comme miel de base? Le miel le plus approprié en fonction de la problématique. Donc oui, c'est du cas par cas, Philippe. Ah ouais, non. Et le miel, maintenant, ça devient un investissement, moi je vous le dis. Hein. Alors, pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête, on peut utiliser n'importe quel miel à partir du moment où il est bio et où on s'assure de la qualité du produit. Après, si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, on peut prendre du miel de thym, par exemple, pour tout ce qui va être trouble au niveau ORL. On peut aller chercher du miel d'acacia, on peut aller chercher ça va rajouter un tout petit peu à notre mélange. C'est pas obligatoire non plus. Quel est le secret de fabrication, Loïc, d'un bon cataplasme? D'abord, le principe d'un cataplasme, c'est quoi? Le cataplasme, c'est donc une forme d'utilisation des plantes ou des argiles qui est appliquée directement sur la peau. Donc, on va avoir une action cutanée, donc une action directe sur la zone. Pour pouvoir avoir un bon cataplasme, il y a deux choses. La première chose, c'est de s'assurer d'avoir une pâte qui va être homogène. Quand on va utiliser donc soit la plante qui va être mise en bouillie avec de l'huile, brouillée avec de l'huile, soit quand c'est une argile, donc il faut avoir quelque chose d'assez homogène et d'assez épais. Et quand c'est de l'huile, de s'assurer que là aussi ce soit assez épais et de les laisser positionner sur la zone assez longtemps. Et ça va dépendre de la problématique. Par exemple, un cataplasme. Quand on dit assez longtemps, c'est-à-dire combien de temps? Un minimum d'une demi-heure. Si on prend le cataplasme d'huile de ricin, par exemple, qui va être excellent au niveau du foie, ce cataplasme-là, on peut ajouter quelques plantes médicinales ou quelques huiles essentielles en fonction de la problématique. Sauf qu'on va l'utiliser au niveau du foie ou au niveau des intestins, très bon anti-inflammatoire, travail au niveau de la digestion, au niveau de la lymphe. On va l'utiliser, appliquer directement sur la zone pendant un bon 45 minutes et idéalement avec une bouillotte, ce qui va permettre d'assimiler beaucoup plus les propriétés de l'huile de ricin. Si on l'utilise comme anti-inflammatoire sur un genou, sur une autre partie du corps, c'est la même chose sans la bouillotte. Ça peut être un peu trop intense d'avoir une bouillotte sur une articulation. On passe pas la nuit avec, quoi. Non, pas la nuit. Ça dépend des cataplasmes. Cataplasme d'argile, dans certains cas, on peut passer la nuit avec. Mais il faut qu'il soit assez épais pour ne pas sécher. Bon, là c'est la rentrée, on va petit à petit sortir de l'été pour préparer l'automne. Quelqu'un qui vient vous voir en consultation, qui dit voilà, j'aimerais pouvoir passer cette entre-deux saisons, qu'est-ce que vous lui conseillez? Là, c'est le moment de la cure de quoi? Alors là, c'est la cure du coup de pied au derrière. Non, en fait... Mais non, si. C'est ça, en ce moment. En ce moment, je vais dire la vérité. Je suis réputé pour appeler un chat un chat. Ouais. Ça m'apporte des problématiques sur les réseaux sociaux, mais en fait, là, on a vraiment besoin de pouvoir... On est dans une période, normalement, l'automne, où l'énergie diminue. Sauf qu'on est dans une grosse phase de stress. Donc l'énergie du corps humain, finalement, l'énergie dans laquelle nous sommes, nous, est opposée à l'énergie de la saison. Donc c'est important de se booster. Et pour ça, ce que j'aime beaucoup dès maintenant, c'est faire une petite cure de plantes adaptogènes. Évidemment, quand c'est approprié, il faut bien s'assurer que la plante est bonne pour vous. Adaptogènes. Ouais, c'est des plantes qui permettent au corps de s'adapter à toutes les situations de stress.
Je pense au Reiki, je pense à la Ashwagandha, je pense à la Rhodiola, qui sont des plantes très intéressantes parce que pendant... C'est pas des champignons ? Il y a des champignons aussi, champignons et plantes adaptogènes, D'accord. qui vont permettre en fait de tonifier le corps, pas plus de 6 semaines, et de lui donner comme un espèce de soutien, d'équilibre. Et en ce moment, c'est ce dont on a besoin. Donc là, c'est maintenant, mais alors vous le prenez sous quelle forme ? Alors là, ça peut être sous teinture mère pour les personnes qui peuvent prendre de l'alcool, ça peut être sous forme de gélule. C'est souvent des décoctions, donc c'est un peu ennuyeux pour la personne qui veut se prendre une décoction 4 fois dans la journée. Mais la gélule ou la teinture mère me semble assez pertinente dans ces cas-là. Ouais. On peut pas se balader avec cette décoction au bureau dans une petite fiole. Je le fais, hein. Moi j'ai ma grosse bouteille d'1 litre, je fais ma décoction, je bois ça toute la journée. Mais bon, c'est pas pratique de se trimballer avec ça. Bon, il y a une autre problématique en ce moment, c'est les enfants qui passent d'un régime vacances et à un régime école et qui veulent pas aller à l'école. Ah oui, ça c'est un classique. Ouais, qu'est-ce que vous conseillez aux mamans pour ces enfants ? De se reposer. De se reposer. Les mamans, ouais. Alors là, ce qui est certain, c'est que comme il y a une phase de transition qui est un peu intense, j'irai pas avec des plantes médicinales, j'irai avec un travail plus subtil, peut-être avec des fleurs de bac. Les fleurs de bac vont travailler sur les émotions. Donc par exemple, quand c'est la première rentrée des classes d'un enfant, il y a le Rescue Remedy en fleurs de bac qui peut être intéressant parce que ça va aider l'enfant à appréhender cette nouvelle période. Les fleurs de bac. Non, les fleurs du Dr Bach, mais vous l'appelez comment, celle qui est bien pour... Le Rescue Remedy, c'est le remède d'urgence qui va être intéressant. S'il y a des peurs, il faut s'assurer de la peur de l'enfant. Le mimulus, par exemple, qui peut être intéressant aussi comme fleur de bac. Où on peut l'aider à respirer certaines huiles essentielles qui peuvent être apaisantes et qui sont autorisées en fonction de l'âge, bien entendu. Assurez-vous de bien vous documenter pour ne pas donner n'importe quoi. Mais par exemple, un agrume comme la bergamote à respirer pour apaiser pendant 2-3 respirations, pour vraiment permettre à l'enfant de faire cette transition de manière douce. Parce qu'effectivement, c'est un peu intense du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain. Et puis voilà, il va falloir se réasseoir à l'école et rester assis sans bouger à sa table. Pour les enfants super actifs, ou alors aujourd'hui on dit hyperactifs ou... Alors la première chose là, c'est couper les écrans, éviter les sucres et faites-les jouer dehors comme on jouait dehors à l'époque. Malheureusement, il y a un déficit nature qui est très important chez les enfants et même chez les adultes maintenant. Les écrans vont stimuler ça et l'apport en sucre aussi. Et souvent, c'est des choses qui vont s'alimenter. Alors, avant de prendre et c'est ça, on en parlait tout à l'heure de la naturopathie. La naturopathie, c'est ça en fait la base. C'est revoir les fondamentaux. Donc, d'abord, faites ça. Ensuite, je vous inviterai à vérifier avec votre médecin s'il n'y a pas une carence en magnésium. Parce que s'il y a une carence en magnésium chez l'enfant, la complémentation va aussi lui permettre de calmer au niveau du système nerveux, d'être un petit peu plus concentré. Comment ça se vérifie, ça ? Prise de sang. Donc, il faut demander ça au médecin. Et s'assurer du bon dosage, bien entendu, pour un enfant. Vous retrouvez Loïc Ternisien. Donc, sur les réseaux, oui. Il y a des vidéos, on retrouve le grand guide ultime de l'herboristerie, initiez-vous. C'est pour devenir vraiment... son propre naturopathe. Voilà, indépendant, vous pourrez le faire vous-même, initiez-vous aux savoirs ancestraux des plantes et concoctez vos propres remèdes. L'éditeur, c'est Albin Michel, merci d'avoir été avec nous. Merci Loïc, ce matin. Merci de nous avoir écoutés. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé naturelle sur Beurre FM.